Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'actu du 31 août 2023, donc dernière vidéo de ce mois d'août. Vous êtes bien sur la chaîne de Plancton Curieux. On va parler rapidement du marché et on passera aux news, notamment en Amérique et en Asie. Donc suite aux belles news qu'on a eues sur Grayscale et la SEC, d'ailleurs on en reparlera après, on a eu une hausse du marché, on a Bitcoin qui est passé d'à peu près 26 000 à 27 000, voilà vous le voyez ici en vue semaine. Les altcoins ont suivi et sont retombés pour l'essentiel. C'est-à-dire que si on prend au pif suit, bon c'est un ceux qui a subi la plus grosse baisse, vous voyez qu'en fait on est même toujours en tendance baissière. C'est pas le cas pour tous. C'est intéressant de regarder Stacks, c'est un ceux qui avait le mieux performé. Donc effectivement, on a eu une belle hausse ici, un gros 15%, même peut-être 20%. Là, c'est en train de stabiliser. Pour le reste, je pense qu'il y aura des opportunités qui viendront dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'a priori, ça va pas redécoller tout de suite, sauf s'il y a acceptation effectivement des ETF spot. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas trop de raisons. Et d'ailleurs, on va revenir dessus tout de suite avec les news américaines. En Amérique, du coup, suite à la victoire de Grayscale contre la SEC, la proba d'acceptation d'une demande ETF spot aurait augmenté. À mon sens, comme je vous l'ai déjà dit, rien ne garantit cela, et Grayscale a juste obtenu le droit d'être traité comme les autres entreprises demandant des fonds ETF spot, c'est-à-dire tous les fonds d'investissement qui ont suivi BlackRock depuis le début de l'été. En attendant, on a quand même cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et on va revenir sur certains de ces éléments parce qu'il y a beaucoup d'articles, c'est intéressant de revenir voir ce que certains peuvent dire. D'abord ici, comme vous le voyez, comme le titre de l'article, on a des analystes de Bloomberg qui estiment à 75% la probabilité d'avoir un ETF spot en 2023. Pour information, Bloomberg, c'est le média et l'outil de référence pour les acteurs financiers, notamment pour les acteurs en banque, hein. C'est vraiment un outil qui est utilisé. Il y a beaucoup de stats dessus, beaucoup d'informations, c'est extrêmement efficace, c'est très bien documenté, c'est considéré comme extrêmement sérieux. Donc il est très très utilisé, particulièrement pris au sérieux, et il faut tout de même contextualiser les propos qu'on a ici. D'abord, les analystes en question avaient déjà fait des estimations assez élevées quant à la validation potentielle de ces ETF spot, et c'était ça avant la victoire de Grayscale, d'accord? Ils avaient déjà estimé qu'il y avait plus de 50% de chances que l'ETF soit validé, enfin qu'un ETF spot soit validé. Donc un ETF spot validé veut dire les autres aussi, il n'y a pas de raison. Deuxièmement, deuxième élément, ils estiment à 95% la proba qu'un ETF spot soit validé d'ici fin 2024. Et ça me semble déjà plus réaliste. Moi, je vais plus dans ce sens-là, parce que la SEC, en fait, peut très facilement repousser son délai de réponse. Elle peut très facilement dire, là, la semaine prochaine, OK, vous avez fait une réclamation qui a été validée. Bah écoutez, on réfléchit encore. On se donne encore jusqu'à mi-2024. C'est tout à fait possible, et d'ailleurs c'est vraisemblable, hein. C'est ce que je vous ai déjà dit hier. Donc ça c'est pour mon avis concernant cet article-là. On en a d'autres, notamment celui-ci. Parmi les optimistes, nous avons également un candidat républicain à la Maison-Blanche, c'est monsieur Vivek Ramaswamy, qui critique la SEC et montre son soutien à Grayscale. Donc c'est un candidat pour l'élection de 2024 en Amérique, et qui se positionne comme étant un pro-crypto. Et donc pour le montrer, il fait certaines actions. Donc il y a ce soutien à la SEC. Auparavant, il avait déjà agi notamment en acceptant les dons en BTC pour sa campagne. Donc c'est des petites prises de position, mais voilà, il se positionne et là il fait un peu parler de lui. On peut continuer en Amérique avec Coinbase qui se prépare à lister le stablecoin de PayPal, donc le PYUSD, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et ce qui est intéressant avec le PYUSD, c'est qu'il a été lancé dernièrement, il a été lancé ce mois-ci, ce mois d'août, et on a eu quelques, je dirais quelques statistiques depuis, on a quelques chiffres, et il semblerait qu'il ne fasse pas effet en fait. C'est-à-dire que pour le moment, l'essentiel des acteurs crypto s'en fiche. On parle de 90% de la supply qui est toujours chez Paxos, hein, donc l'émetteur du PYUSD, le partenaire dans le cadre de cette opération de PayPal du coup. Et donc selon Nansen, donc c'est un outil qui traite les données on-chain, eh bien on a moins de 10 détenteurs hors contrat et bourse. Donc par exemple, s'il y a des PYUSD sur Coinbase qui arrivent, ça ne rentre pas en compte. Eh bien on a moins de 10 détenteurs qui affichent un solde supérieur à 1000 $. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10 personnes, comme vous et moi, 10 investisseurs privés, qui ont 1000 $, plus que 1000 $,
en PYUSD. Alors c'est pas forcément très, très étonnant au vu du contexte, du fait qu'également en août, il y a très peu d'activité, que les traders ne sont pas là et que de façon globale, il se passe pas grand-chose sur les marchés. On a eu un mois d'août où il s'est pas passé grand-chose, un peu dans le rouge, à part sur cette fin de mois d'août là, depuis 2-3 jours et la hausse liée à Grayscale, mais sinon il s'est pas passé grand-chose, donc c'est pas forcément surprenant. Mais là, les 10 détenteurs, c'est quand même très, très peu. Ça reste quand même violent comme statistique pour un lancement. Donc j'espère qu'ils vont quand même se remettre parce que là, c'est un peu fort, quoi. Passons maintenant aux actus en Asie. On va commencer par l'Inde, qui, rappelons-le, représente quand même un cinquième de la population mondiale, hein, à peu près 1,5 milliard d'individus. Et donc, son impact va être de plus en plus important dans les années à venir. C'est quand même une tendance qui est assez évidente et qui se dessine depuis déjà assez longtemps. Et on a son Premier ministre à l'Inde qui souhaite avancer vers une adoption et une régulation unifiée des actifs numériques et des cryptos. Ça, c'est intéressant, parce que les cryptos ont été mentionnés. Donc le 26 août dernier, le Premier ministre indien, qui s'appelle Narendra Modi, il a accordé une interview aux médias Business Today. À cette occasion, les sujets des technologies émergentes ont été abordés, et parmi eux, les crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant. Souvent, les cryptos sont exclus de ces conversations. On parle d'actifs numériques au sens large, on parle de tokenisation. C'est assez rare qu'on mentionne les cryptos. Et lui, il veut un cadre mondial pour la régulation orientée sur l'adoption, la démocratisation et une approche unifiée dans le cadre des cryptos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un super projet qu'on aime tous et qui est indien d'origine, c'est Matic. Voilà, c'est une petite parenthèse. Sachez également que le 18e sommet du G20 sera présidé par l'Inde et qu'il va se dérouler à New Delhi en septembre prochain, c'est-à-dire d'ici moins d'un mois. On aura donc peut-être de nouvelles informations sur le sujet, ce serait assez agréable. Pour ma part, par contre, je doute assez fortement qu'une régulation à l'échelle mondiale soit envisageable, de par en fait l'individualité des pays, des dirigeants, et le fait que ce sera certainement pas gérable en fait d'un point de vue de la supervision. C'est pas quelque chose qui est faisable pour la finance tradie. En fait, c'est pas quelque chose qui est vraiment faisable de manière générale. Poursuivons en Chine et plus précisément à Hong Kong. On a le directeur de Seba Bank, qui est en fait une banque suisse. Le monsieur s'appelle Christian Borrell et qui s'était déjà exprimé en 2022 sur le fait que dès qu'on aura un cadre réglementaire clair pour les cryptos, il s'attend à une grande accélération de l'adoption. Il veut se positionner avec sa banque et donc en tant que banque d'actifs numériques, pour lui, il devrait y avoir de plus en plus de présence et d'omniprésence de ce genre de service. Et à mesure que le développement de cette nouvelle économie va émerger, il va falloir que les acteurs s'adaptent. Et lui, avec sa banque, il compte bien se positionner de cette façon-là, il compte bien faire partie de ce nouveau monde économique, entre guillemets. Et si, en fait, ça doit commencer par l'Asie, parce que eh bien, c'est là où qu'il semblerait que la réglementation soit le plus confortable pour lui, eh bien, c'est comme ça qu'il va s'orienter. Donc, il essaye vraiment d'entrer en Asie, et notamment en Chine, via Hong Kong et via sa banque Seba Bank. Je trouve que c'est très intéressant de voir qu'on a des acteurs européens qui se positionnent quand même comme ça. Et nous terminerons avec les actus en bref. On en avait parlé déjà pour BTC, il semblerait que Robinhood soit également un acteur majeur en ce qui concerne Ethereum. Donc selon Arkham Intelligence, hein, l'outil qui permet de traquer les adresses, on a l'entreprise américaine Robinhood hein, qui serait la cinquième plus grosse adresse en tant que holder d'Ethereum. Donc ce n'est pas réellement surprenant au vu de son activité, hein, c'est quand même un genre de bourse crypto. C'est un peu le précurseur des nouvelles banques, des néobanques qu'on a en ligne, comme par exemple les Trade Republic et compagnie. Donc ils gèrent tout un tas d'actifs. C'est logique qu'ils aient plein d'Ethereum s'ils veulent être un acteur crypto. Vous voyez, ça, pour moi, ça a du sens. Donc je ne suis pas très surpris. Ce qui me surprend plus, c'est en fait qu'on découvre ça maintenant. Pour info, ils auraient 2,3 milliards de dollars en ETH, ce qui est pas si énorme que ça en fait, parce que si vous regardez les réserves d'actifs de Binance, donc regardez là, c'est les réserves de Binance, on est sur Defilama, vous pouvez les voir tout seul, il n'y a pas de souci avec ça. Vous regardez ETH, ils ont 1 milliard, 1 milliard 1, donc c'est déjà pas mal, c'est la moitié de ce que Robinhood possède. Et vous regardez le wrap ETH, donc le wrap ETH, c'est tout simplement parce qu'ils ont mis leurs ETH en stacking hein, sur Lido ou Rocket Pool. Et donc ils ont des wrap ETH à la place donc pour faire du rendement. Et ils en ont 5 milliards 5. Donc ça fait qu'ils ont en tout plus de 6 milliards et demi en dollars en ETH. C'est pas choquant, vous voyez, c'est presque 3. Donc c'est pas si énorme que ça en fait. Enfin moi ça me choque pas plus que ça, vous de me dire ce que vous en pensez. Et en parlant de Binance, rappelons que l'émission de son stablecoin, le BUSD, s'est stoppée en février dernier et que ses activités cesseront en février prochain.
On est donc à peu près à mi-parcours, donc si c'est pas encore fait, c'est le bon moment de se rappeler que passer à un autre stablecoin serait une bonne chose. Voilà, au moins en partie et envisager du coup de s'en séparer totalement dans les 6 prochains mois. Ça conclut, la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite également une très, très bonne journée et je vous dis à demain.